pour avoir un peu parlé. Pas de problème, c'était très instructif, même pour moi. Merci beaucoup, Si Mohamed. C'est une question effectivement d'actualité, de grande importance et je respecte tout à fait le temps que tu peux prendre pour bien mettre les points sur les i et je suis entièrement d'accord, d'autant plus que moi-même j'ai fait des conférences là-dessus, sur la Palestine et l'histoire lointaine même des relations Occident, arabe, arabité, arabisme, etc., dans le sillage de gens comme Edouard Saïd, Samir Amin, etc., etc. Je voulais juste ajouter qu'il faut savoir que du temps de Batista à Cuba, c'est-à-dire bon donc avant la révolution menée par Fidel Castro, une très grande partie du financement de la création de l'État d'Israël, là nous sommes dans les années 40, hein, début des années 50, était financé par le trafic de la drogue aux États-Unis et la Havane, sous Batista, était la plaque tournante par où passaient tous les bénéfices de la drogue et du trafic de drogue mondial, quasiment, puisque ça venait essentiellement d'Amérique latine et accessoirement de l'opium de certains pays, genre Afghanistan, etc. Mais l'opium se cultivait aussi au Mexique. Il faut savoir que les États du nord du Mexique, plusieurs d'entre eux, ont été spécialisés de force par les États-Unis pour cultiver du cannabis, de l'opium, etc., etc. Évidemment, la cocaïne, là où il y a des montagnes suffisamment hautes pour qu'il fasse suffisamment frais pour les arbres producteurs de feuilles de coca. Et tout ça était destiné, à droguer les soldats américains, qui étaient en grande majorité noirs, parce que c'était l'une des seules façons avec le sport et la musique pour les noirs pour gagner leur vie, et aussi donc le trafic de cannabis et de début de cocaïne, d'héroïne, etc., etc. Et les bénéfices, il faut savoir que 95% des bénéfices de la drogue jusqu'à aujourd'hui, à ma connaissance, se font aux États-Unis. Alors, quand les États-Unis vous disent qu'ils veulent lutter contre la drogue, etc., ils se moquent du monde. Si jamais ils luttent vraiment contre la drogue et s'il n'y a plus de trafic de drogue, moi je vous parie que le budget des États-Unis va chuter dramatiquement, ainsi que les actifs des banques américaines qui sont, comme vous le savez, les États-Unis, c'est le premier paradis fiscal du monde et particulièrement pour la drogue. Alors à Cuba, c'était notamment Lanxi Meyer, le patron de la mafia juive des États-Unis, a fini sa vie il y a quelques années, dans les années 80, à Miami, tranquille, une retraite tranquille, avec Frank Sinatra, notamment, qui se baladait avec des valises pleines de millions entre Las Vegas et la Havane, où tous les grands patrons de mafia, depuis Lucky Luciano, en passant par celui de Chicago, là, bon, mon Dieu, son nom ne me revient pas, pourtant il est bien Al Capone, etc., etc., les Kennedy, qui étaient aussi dans le trafic notamment d'alcool et de drogue aussi, et à coquiner avec Frank Sinatra et la drogue italienne et sicilienne. Donc Sinatra passait des valises pleines de millions entre les États-Unis et la Havane, avec Lanxi Meyer, et tout cet argent allait financer le développement d'Israël. Ce qui veut dire que Israël a été construit en grande partie avec des morts par milliers de jeunes, particulièrement de noirs américains, par la drogue
et les surdoses de drogue. Alors voilà le monde dans lequel on est. Bon, une autre fois on parlera de tout ça, Inch'Allah, et on verra toutes les vanneries qu'on essaie de nous faire avaler. Bon, bon alors voilà, merci Si Mohamed pour cette réponse. Malheureusement, je dois vous quitter à 3 heures au maximum. Donc aujourd'hui, on va faire 1 heure et demie. Bon, je suppose que ça vous fera l'économie d'une petite demi-heure de temps. Et puis je m'excuse aussi pour l'horaire. Je ne comprends absolument pas ce qui s'est passé. Au Canada, on n'a pas changé d'horaire. En Algérie non plus apparemment. Mais bon, il se trouve qu'il y a tout d'un coup 1 heure de plus de décalage entre le Canada et l'Algérie. Et bon, ben, que je vais m'adapter. Donc, à partir de maintenant, je le ferai à 12h30 au lieu de 1 heure et demie, comme c'était avant la CAN. Alors, je vais voir aussi avec ces Mohamed pour la période de Ramadan, Inch'Allah, qui arrive bientôt. Comment on va s'adapter pour ça? Est-ce qu'on arrête pendant le mois de Ramadan? Est-ce qu'on adapte les horaires? Est-ce que bon, ben, on va voir comment on va faire puisque c'est le 10 mars apparemment, le 9 ou le 10. Bon, donc alors voilà. Alors pour aujourd'hui, je voulais d'abord vous saluer et vous resaluer toutes et tous. Infiniment merci pour cette fidélité. J'ai vu que vous êtes un peu plus de 600 à avoir visionné et écouté le webinaire de la dernière fois, donc d'il y a un mois. Eh bien, ça fait quand même 200 de plus que les derniers qui étaient autour de 400. Eh bien, merci infiniment. Je pense que le bouche à oreille continue. Siliamine dit il faut pas arrêter. Bon ben on va voir. Faites par exemple un référendum comme j'ai déjà dit, soit en vous adressant à Si Mohamed, soit à moi-même, et on respectera la volonté de la majorité et on va essayer de continuer. Effectivement, je suis aussi adapter le temps, d'accord, oui, on va essayer. Donc, je suis aussi partisan de ça. Donc, on va voir. On vous dira le moment où on aura adopté une solution. Bon, alors en attendant, Brok Ramadan à tout le monde, même si c'est en avance. Et bon, donc je voulais aussi remercier toutes celles et ceux parmi vous qui m'ont écrit pendant ce mois pour m'encourager, me souhaiter bon repos, bonne convalescence, bonne reprise, bonne récupération d'énergie, etc. Alhamdoulilah. Ça va mieux. Enfin, je me sens mieux entre deux crises, disons, parce qu'il y a des crises entre les périodes de latence, de tranquillité. Mais bon, on s'habitue à tout et heureusement, je suis suivi médicalement correctement jusque-là. Et donc, j'émets le souhait de continuer à vous alimenter de tout ce dont vous vous montrez tellement curieux et assidu à écouter et qui n'est pas toujours facile. Bon, alors donc pour le webinaire d'aujourd'hui, évidemment j'ai préparé un certain nombre de choses. Si Mohamed m'avait demandé d'aider à préparer un canevas pour une université populaire ouverte que j'admire et que j'encourage de toutes mes énergies de 2 ou 3 ans sur les sciences sociales et les sciences humaines. Donc évidemment, une université populaire et ouverte alternative, c'est-à-dire qui traite de ces choses-là autrement que ce que l'Occident nous a abreuvé comme mensonge depuis des siècles. Sur l'histoire des idées, les idées, comme je vous l'ai déjà montré et dans divers webinaires, divers forums, etc., à travers le domaine dans lequel je suis, au moins l'économie, plus ou moins l'histoire universelle et la gestion. Bon, alors donc pour aujourd'hui,
Bon, je voulais d'abord exprimer quelques opinions et quelques commentaires sur ce qui se passe en Algérie. Bon, c'est la moindre des choses puisque je m'adresse d'abord et avant tout à un forum algérien. Ah oui, je voulais aussi remercier infiniment, si, excusez-moi, je voudrais pas me tromper sur son nom, je vais le prendre là, c'est Mehdi Bouassa, qui habite au Maroc et qui a fait un travail énorme de minutage, etc. Je sais pas si c'est lui, un autre aussi qui le fait, et de transcription, retranscription, pratiquement verbatim de 30 webinaires, quelque chose comme ça, non pas 30, la moitié, disons, je pense à peu près des webinaires que j'ai avec C. Mohamed, et une trentaine de ceux que j'ai fait il y a un an ou quelque chose comme ça avec Spoutnik quand il existait, avant qu'on ne le coupe de Moscou, à peu près sur les mêmes thèmes, mais beaucoup plus micro, disons, beaucoup plus technique et plus court. C'était des webinaires d'une demi-heure. C'était une demi-heure, 40 minutes, je pense. C'était un format imposé par le. Oui, Céliamine, vous avez raison. Excellent le travail de Semadi, on le remercie tous. Eh bien, donc, il m'a promis de continuer jusqu'à certains, mais il lui faut apparemment un coup de main. Alors, s'il y en a parmi vous qui voudraient participer à ce qu'il est en train de faire, moi, malheureusement, je suis infiniment désolé, mais mon état de santé, ma capacité de concentration, ce que j'ai répondu d'ailleurs à Si Mohamed, j'ai essayé de commencer à voir comment débuter un canevas de programmes, de livres, de lecture, d'orientation, tout ça de cette université populaire, mais malheureusement, j'ai beaucoup de difficultés à me concentrer. Déjà pour les webinaires, heureusement que j'ai en mémoire beaucoup de choses, ça m'aide, mais pour me concentrer sur des choses inédites, nouvelles, etc., ça m'est pas aussi facile. Mais je ne manquerai pas d'essayer, si Mohamed, rassure-toi, je ne manquerai pas d'essayer, Inch'Allah, ne serait-ce que de t'envoyer quelques éléments d'orientation. Bon, alors donc, et je te félicite aussi, je te remercie pour cette initiative donc de l'université alternative populaire ouverte qui va essayer de rétablir un certain nombre de vérités sur les montagnes de fausseté dont on nous a alimenté avec l'histoire écrite par l'Occident. Il y a si Fawzi Esloum qui dit que I am interested. Thank you. Merci. Bon, ben, j'espère que vous manipulez, que vous pratiquez aussi bien le français que l'anglais, puisqu'apparemment c'est la première langue dans laquelle vous vous exprimez. Zefira Tayeb, welcome back. Thank you. Merci. Merci. Et welcome back to you aussi. Merci à vous. Bon, donc, alors voilà, donc, ce que j'ai préparé pour donc, première chose, commentaire sur ce qui se passe un peu en Algérie, je suis atterré, abasourdi. Alors, je ne sais pas ce qui se passe dans ce pays qui semble avoir un mauvais sort sur lui depuis pratiquement son existence, puisqu'on n'a jamais cessé d'être occupé et réoccupé, etc., etc. Eh bien, je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que c'est une somme d'incompétences inouïes? Est-ce que c'est une forme de stratégie politique tous azimuts à laquelle je n'arrive pas à mettre un sens ni un fil conducteur? Alors, ce que je peux en dire, et de ce que j'en ai lu, et que j'ai lu encore ce matin, en parcourant un peu la presse algérienne et les autres forums qui traitent d'Algérie par-ci par-là, eh bien, je ne comprends pas trop ce qui se passe. Nous sommes en ce moment complètement isolés
géopolitiquement, avec cette histoire du Mali, je ne comprends pas cette réaction vis-à-vis de ce nouveau pouvoir du Mali. Et je ne comprends pas dans le sens premier du terme. Ça ne veut pas dire que je suis contre ou que je ne sais pas quels sont les dessous, les tenants, les aboutissants, mais le résultat est catastrophique. C'est que nous sommes isolés dans le Sahel par rapport au Niger, par rapport au Mali, par rapport au Burkina. Et comme je l'ai lu ce matin dans, je pense, c'est Le Monde, qui contrôle le Mali, contrôle pratiquement toute l'Afrique centrale et de l'Ouest. Alors, donc, qu'est-ce qui nous reste? On a parié sur le général Haftar apparemment en Libye et là, on est complètement perdant avec ce pari en voyant ce qui se passe en Libye et les positions libyennes, etc., etc. Donc, géopolitiquement, avec la France aussi, nous nous sommes isolés. Bon, la France, je n'entends pas grand-chose. Pensez bien, surtout avec la direction actuelle de la France qui est vraiment une énigme. Et sa politique qui, comme disait De Gaulle, semble flotter sur la vague comme le bouchon, un bouchon qui flotte sur la vague. Hein. Un jour c'est oui, un jour c'est non, un jour c'est sud, un jour c'est nord, un jour c'est ouest, enfin un peu comme l'Algérie aussi. Bon. Hier on courait après le BRICS, on voyageait en Chine, on voyageait en Inde, on voyageait en Russie, etc. Et aujourd'hui on voyage aux États-Unis. Et on fait venir les Américains et on veut signer, d'après ce que j'ai vu, toute une série de contrats de collaboration économique avec les États-Unis, ce que je considère en soi comme une catastrophe. Alors, il y a Fawzi Aslem qui écrit oui, un texte, oui, j'ai oublié de commenter, donc il semble intéressé à contribuer avec la personne que j'ai citée qui fait ce travail de transcription auquel j'espère d'autres s'arrimeront parce que moi je suis incapable de reprendre tout ça par écrit et de d'élaguer, de corriger, de garder l'essentiel. Je pourrais peut-être faire pour une version ultime de correction ultime pour éviter qu'il y ait par exemple, j'ai vu une erreur dans ce qu'a fait Simadi par rapport à des noms de certains auteurs et bien sûr quand on les entend prononcer ou quand on les connaît pas écrits ou qu'on n'est pas spécifiquement du domaine auquel je me réfère quand je prononce ces auteurs, on peut les écrire de façon telle que ça n'est pas exactement les auteurs dont je parle. Alors, Monsieur Aslom écrit que Fawzi que Tabon mis sur 707 forums du gaz pour redorer le blason de son médiocre mandat. Bon, écoutez, c'est votre opinion. Je suis pas loin mais je citerai pas de nom. Mais bon, une politique, c'est un ensemble, comme vous le savez. Il y a une personne principale, mais c'est quand même un ensemble, aussi bien endogène qu'exogène. Donc il y a les deux, il y a beaucoup de paramètres à tenir en compte. Enfin bon, donc le 7e forum du gaz, etc. Ben oui, j'ai vu des accords donc en train d'être négociés avec les États-Unis, notamment pour le gaz de schiste. Il paraît que nous avons une des plus grandes, 40%, je pense, des réserves du chiffre dont je me souviens comme ça de mémoire. Mais ma mémoire me joue des tours. Hein. Mais 40%, ça me semble beaucoup. En tout cas, des réserves de gaz de schiste pratiquement, enfin connues, en tout cas jusque-là. Et déjà ça, c'est une catastrophe parce qu'on sait très bien ce que les techniques d'extraction par fracturation des gaz de schiste provoquent sur plusieurs fronts. L'agriculture, l'éthane qui s'échappe, le rendement qui est
très, 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 très bas par rapport au rendement du gaz conventionnel et les retombées indirectes à travers les 600, 800 ou 900, je sais plus, enfin des centaines de produits chimiques nécessaires pour ces explosions de fracturation horizontale à des profondeurs parfois très importantes qui descendent au-delà du phréatique, de l'albien et tout ça, des milliers de mètres de profondeur, qui provoquent même des tremblements de terre, ce qu'on appelle de la sismicité induite. Et comme on sait que l'Algérie est sur une importante ligne de fracture sismique, alors si on se met à faire des fracturations pour le gaz de schiste un peu partout, à droite, à gauche en Algérie, pas que même dans le nord, les hauts plateaux, etc., ou offshore, en Algérie, il y aurait des réserves, eh bien, imaginez ce que ça peut donner. Ici, bon, aux États-Unis, par exemple, au Canada, c'est interdit. Mais aux États-Unis, où il y a de la fracturation un peu partout, d'ailleurs, c'est le gaz qu'ils vendent à l'Europe à des prix exorbitants, eh bien, il y a des tremblements de terre, là où il n'y en a pratiquement jamais eu, à cause de cette sismicité induite par les multiples explosions qu'on provoque en profondeur, très souvent dans ce qu'on appelle la roche-mère, c'est-à-dire une des roches les plus importantes dans le soutènement des sous-sols et de leurs différentes couches, dans leurs différentes strates géologiques, eh bien, ça provoque des fissures, évidemment, qui se propagent. Et comme l'éthane ou le méthane, c'est du gaz, évidemment, c'est du gaz, donc il a tendance à monter, et en montant, etc., il aggrave ses fissures, il les fait remonter vers la surface, etc., donc horizontalement, dans tous les sens, et ça provoque des tremblements de terre, par exemple, au Nebraska, en Arkansas, dans le Dakota du Nord, ou Massachusetts, je sais plus, enfin Texas, etc., etc. Bon, alors c'est des conséquences incroyables, incroyables. Et on est en train de négocier ça avec les États-Unis, d'après ce que j'ai lu. Et en plus aussi, on donne pratiquement comme solution quasiment alternative et virage. Alors on parle en plus de virage vert dans ce que j'ai lu sur la question, même de sources algériennes, on parle de virage écologique. Mais de qui on se moque là? Faire du gaz de fracturation et négocier des contrats de gaz de schiste par fracturation avec les États-Unis, c'est faire un virage vert, un virage écologique. En plus, alors on veut aussi aller vers une expansion quasiment infinie de l'extraction minière. Or, l'extraction minière, que ce soit de zinc, etc., comme on le sait, dans la région de Bouzefoun, de Ouadamizour, etc., on sait déjà tout ce qu'il y a là-dedans. Il y a du zinc, du plomb, du je sais pas quoi, du tungstène, enfin bon, des métaux horribles pour l'environnement. Et ça sera fait à ciel ouvert. Alors on sait déjà qu'il y a des oppositions, qu'il y a des bons, et à juste titre d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas du tout toutes les garanties nécessaires pour que les bénéfices qu'on pourra tirer déjà de ce projet de Ouadamizour seront moins dommageables ou plus bénéfiques que les dommages qui seront causés collatéralement, dans tous les sens du terme. Bon, alors donc, il faut savoir que l'extraction minière n'a absolument rien à envier en termes de dégâts écologiques, atmosphériques, etc., etc., tout ce que vous voudrez, à l'extraction des énergies fossiles, que ce soit le charbon, le gaz ou le pétrole, etc. Si vous y aussi me dit absolument,
bonsoir tout le monde, nous dit c'est Abou Youba. Bonsoir. Absolument, les États-Unis sont en économique bon pays. Voilà, le gaz de schiste fourni par l'Américain à l'Europe devrait être le seul fournisseur. Quelle sera la place de notre gaz alors? Bon, ben c'est certainement des accords parce qu'évidemment, les États-Unis ne peuvent pas décemment continuer à détruire tout le sol des États-Unis, côte à côte et de la frontière mexicaine à la frontière canadienne pour extraire et provoquer toutes les retombées négatives dont je viens de parler. Donc, s'associer avec l'Algérie, ben, certainement qu'ils vont faire comme ils faisaient avec le pétrole, c'est-à-dire prendre, je sais pas moi, 75% des royalties et nous laisser 25%. Bon, et encore, je ne sais pas si je suis pas optimiste. Enfin, donc voilà. Alors, il faut savoir que les extractions minières n'ont rien à envier en termes de respect de l'écologie, de la nature, de virage vert, de ce que vous voudrez, à l'extraction des énergies fossiles. Ça peut même être beaucoup plus grave. Au Chili, par exemple, en Argentine, etc., ou AT&T notamment, puisque vous savez que le Chili et l'Argentine ont été parmi les pays, malgré Perón, malgré etc., qui ont beaucoup laissé les multinationales américaines faire un peu ce qu'elles veulent, et canadiennes. Le Canada est l'un des plus grands extracteurs de mines et de minerais dans le monde, tout simplement parce que 80% à peu près des minières du monde, des multinationales d'extraction minière, il faut le savoir, sont enregistrées au Canada. Parce que le Canada a les lois les plus permissives qu'on puisse imaginer pour les compagnies minières. Je ne sais pas si certains d'entre vous le savent, mais jusqu'à présent et en moins d'une dizaine d'années, il y a entre 6 millions et 10 millions de morts au Congo, donc dans la région Congo, Rwanda, Burundi, pour notamment l'extraction du cobalt et d'un certain nombre de terres rares dans le Tolkan, le coltan, enfin, je sais plus, je suis un peu dyslexique là, entre les deux, mais bon, donc entre 6 millions et 10 millions de morts. Bon, alors, et notamment les enfants, parce qu'ils les font rentrer dans des boyaux très étroits pour ne pas avoir à trop dépenser d'argent pour creuser avec des machines ou étayer, faire les choses dans les règles de l'art, eh ben on laisse crever les pauvres Rwandais, Burundais, Congolais, tout ça, ben, qui crèvent, il n'y a pas de problème. Et donc les cellulaires, les laptops, etc., qui utilisent notamment l'Occident, sont pleins de ces minerais-là nécessaires pour ce genre d'appareils qui vont le devenir de plus en plus. Bon, alors donc en Algérie, on dit que l'Algérie est très riche en terres rares, apparemment. Nous aurions des réserves assez conséquentes, sinon considérables, et puis en bien d'autres minerais, on le sait, depuis l'uranium, le diamant, l'or, je sais pas quoi, etc. Bon. Donc le plomb, enfin tout ce qu'on voudra, les terres rares, etc. Et qu'on est en train de signer ou de négocier des accords avec les États-Unis pour ça. Alors quand on sait comment s'y prennent les États-Unis, même chez eux, pour faire ce genre de choses, et je disais que la plupart l'immense majorité des minières du monde occidental sont enregistrées au Canada parce que le Canada a les lois les plus permissives. Ça veut dire que vous pouvez creuser des mines où vous voulez. Si vous êtes enregistré au Canada, eh bien, les lois canadiennes qui s'appliquent dans les pays où ils vont, parce que les pays où ils vont sont la plupart du temps, bon, si on prend le Congo, le Rwanda, le Burundi, tout ça, on dit que le Rwanda est un miracle, ben, c'est un miracle qui est en train de crever écologiquement, parce que c'est essentiellement l'extraction du cobalt, si je ne me trompe, qui est l'un des moteurs
le soudain boom du Rwanda qui a commencé il y a quelques, il y a quelques, il y a quelques années. Bon, alors donc, voilà où on en est. Si on va vers des extractions minières de façon massive et avec donc les lois permissives canadiennes, puisqu'on va se signer apparemment avec des multinationales américaines, eh bien, ça sera absolument pas mieux que de continuer à faire de l'extraction d'énergie fossile et de l'utilisation d'énergie fossile comme on le prétend, je l'ai lu, dans le Watan, etc., dans d'autres journaux algériens et ailleurs, et on prétend que ça va faire partie du virage vert, du virage écologique, je sais quoi. On se moque du monde. Bon. Et en plus, tout ça va évidemment contribuer à l'aggravation déjà gravissime de ce qui se passe avec le climat. Regardez la sécheresse qui sévit dans nos régions et les inondations ailleurs. Je l'ai déjà dit, je pense à un moment donné, quand je parlais de thermodynamique, de constance d'énergie, etc., comment l'eau sur cette planète est comme l'énergie est une constante. On ne peut y ajouter ni en enlever aucune goutte. Elle ne fait que se transformer. Moi qui suis constitué de 70% d'eau, comme n'importe quel être humain, pratiquement n'importe quelle créature vivante, eh bien à ma mort, cette eau, 70% d'eau qui me constitue, va s'évaporer. C'est tout. Elle va devenir vapeur, nuage, etc. Et puis bon, elle va aller ailleurs. Alors c'est exactement la sécheresse qui sévit, notamment dans l'ouest algérien. Terrible, l'ouest algérien est en stress hydrique. Et le Maroc, notamment, etc. Et puis jusqu'à la Mauritanie, jusqu'au Sénégal même. Donc cette sécheresse se transforme en, en ces immenses inondations qui représentent pratiquement des mers entières qui s'abattent régulièrement maintenant sur le nord de l'Europe et sur certaines parties de l'Amérique latine. La Californie également. Alors la Californie, etc., toute la côte pacifique jusqu'en Amérique latine alterne entre sécheresse, feu et inondations immenses. Alors voilà. Alors vous vous demandez, oui, comment l'eau peut-elle être constante alors qu'il n'y a plus d'eau dans l'ouest algérien, il n'y a pratiquement plus d'eau au Maroc, eh bien voilà où il va, c'est tout, ça se transforme, ou en glace, ou en neige, etc. Bon, alors je finis avec ça, donc c'était bon, c'est bien le coltan qu'utilisent les fabricants de portables, merci. Donc ma dyslexie est maintenant corrigée. Alors, donc l'autre évidemment sujet d'indignation, si Mohamed en a parlé, la Palestine, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. À voir qu'il y a des fillettes de 6 ans, 7 ans qui sont accrochées avec le corps à moitié coupé sur un immeuble soufflé par un missile et une autre de 7 ans tuée dans une ambulance, alors qu'une ambulance a mis 3 heures pour essayer de la chercher avec les ambulanciers et l'ambulance. Je me demande maintenant ce que l'État d'Israël aurait à envier au pire moment du nazisme. Je dis bien les pires moments du nazisme. Parce que je ne pense pas que le nazisme ordinaire, si on peut utiliser ce terme-là, ait été jusqu'à ces horreurs-là contre les juifs, enfin, les sionistes, pardon, parce que heureusement,
il y a énormément de juifs qui ne sont pas sionistes, il faut le savoir, eh bien, je me demande si les nazis ont même approché contre les juifs à l'époque les cruautés innommables que les sionistes sont en train de commettre en Palestine dans l'indifférence générale. Bon. Alors, une chose qui m'a le plus indigné aussi, c'est que j'ai appris que les Émirats ont organisé une prière des Shuhada, des martyrs, pour les soldats israéliens. Mais ces pays arabes, là, jusqu'où ils vont aller dans l'ignominie, dans la bassesse, dans la soumission à la cruauté la plus atroce que l'humanité, je pense, ait connue. Parce que même les Huns de Attila n'avaient pas les armes et les instruments de destruction et de déchiquettement des êtres humains dont dispose Israël. Enfin voilà, bon, je ne vais pas m'indigner plus que ça. Euh, je ne sais plus quoi dire. Je n'aurais jamais cru que l'être humain arriverait à ce stade de cruauté. Il n'y a aucune espèce animale. Oui, Sylviamine, vous avez raison. Les Émirats sont devenus sionistes et peut-être même plus sionistes que les sionistes. Il n'existe pas à ma connaissance, parce que comme je vous l'ai dit dans une entrevue, je fais des études d'éthologie et de psychologie animale. Il n'existe aucune espèce animale aussi cruelle. D'abord envers elle-même, ça n'existe pas. Il n'y a aucune espèce animale qui est cruelle envers elle-même. Sauf cas de aberration extrême, et c'est à cause de l'homme. Quand l'être humain détruit avec cette économie extractive infinie qu'est l'économie néolibérale, eh bien, c'est évident que l'Occident, empiète les multinationales occidentales, parce qu'il y a qu'elles qui font ça, empiète sur les habitats et les réserves de nourriture, etc., d'espèces animales, et donc les pousse à devenir anormales dans leur comportement. Par exemple, on a vu des groupes de chimpanzés, bon, assez récemment, enfin dans les dernières années, disons, ou d'orang-outans en Indonésie, où vous savez qu'ils sont en train de détruire avec les multinationales américaines et à cause des multinationales américaines et occidentales, les dernières forêts primaires qui existent sur Terre, notamment dans l'île de Bornéo, où il y a énormément d'espèces de chats, il y a plusieurs espèces de singes, dont l'un des derniers en état pratiquement d'extinction, qui sont les orang-outans, il me semble. Eh bien, ça les pousse. On a observé des comportements que ces groupes, par exemple, de lions qui mangent les lionceaux, d'ours du pôle Nord, donc de groupes de singes, etc., qui commencent à avoir des comportements complètement anormaux, qui vont jusqu'au cannibalisme, qui pouvait se faire avant, mais dans des conditions extraordinairement aberrantes. Tellement affamé qu'il aille bouffer un petit ourson qui est défendu par sa mère, etc. Bon, ou un lion, ou peu importe, ou des chimpanzés, ou des orang-outans, ou etc. Eh bien, maintenant, ça commence à s'observer. Mais c'est à cause de l'activité extractive de cette économie néolibérale dont nous sommes victimes. Madame Zéphira écrit Batander, au soir de sa vie, n'a pas eu un mot sur le génocide. Bien sûr,
Bah, Batender, qu'on est en train d'encenser en ce moment, etc., était un sioniste. C'est connu. Il a très très bien et très fortement soutenu tout ce qu'Israël faisait, tout ce qu'Israël a fait jusqu'à la fin. On le sait. Bon, peut-être il y en a qui ne le savent pas, mais moi je le sais. Et vous le savez aussi. Bon, alors donc, mais saluons tout de même Edgar Morin. Il y en a d'autres, mais notamment Edgar Morin, parce que j'ai eu à faire un colloque avec lui, un, deux, dont un, pardon, au Mexique et un en Afrique du Nord, dans un pays que je ne citerai pas. Edgar Morin, qui vient récemment, même très fatigué, de faire une sortie qu'on peut trouver sur YouTube, où il fustige d'une manière extrêmement violente et courageuse l'attitude de la France, de l'Occident, vis-à-vis de cet immonde génocide qui est en train d'être commis en Palestine. Un des peuples du monde qui n'a jamais rien fait à personne. Un des peuples du monde les plus innocents qui soit. Enfin, on y reviendra peut-être un de ces jours. Bon, la sécurité alimentaire de notre pays est mise en jeu par la sécurité énergétique et de l'eau, cet élément, bien sûr, c'est déjà mis en jeu depuis longtemps, parce qu'on a eu une politique agricole catastrophique depuis le début des autogestions et des prises de contrôle. D'ailleurs, je l'écris dans mon livre Algérie entre l'exil et la curée, comment on a très vite le pouvoir central autour de Ben Bella d'abord et ensuite autour de Boumedienne se sont vus dépassés par cette vague qui allait sans doute devenir aussi importante qu'elle était en Yougoslavie à l'époque, ou en tout cas aussi présente. Et donc, on a tout fait pour étouffer cette autogestion qui était faite par des agriculteurs qui ont récupéré les domaines dans lesquels ils travaillaient et qui appartenaient à des Français. Donc, ils savaient ce qu'ils faisaient, ils avaient l'expérience, ils avaient la connaissance, ils avaient, etc., etc. Eh bien, on les a embrigadés sous des cellules du parti, de ceci, de cela, des directeurs du comité de cogestion. Donc j'écris dans mon livre comment des paysans disaient à l'époque, déjà de Ben Bella et du début de l'ère boumedienne, comment ils se sont retrouvés sous la direction de gens, et je cite un de ces paysans qui disait, je vous jure qu'il ne sait même pas cueillir une tomate. Il est ici pour diriger un énorme domaine dans lequel il ne connaît rien de ce qu'il fait ni à l'agriculture. Bon, alors aujourd'hui, où sont les paysans algériens qui reprendraient l'agriculture algérienne, même si on admet qu'il y ait une fin à cette sécheresse, qu'on trouve des moyens de goutte à goutte, de ceci, de cela, enfin peu importe. Mais quel est l'âge moyen du paysan actuel algérien qui sait encore cultiver des choses dans les règles de l'art en Algérie? Quand j'ai écrit Algérie entre l'exil et la curée en 1980, entre 1983 et 85, l'âge moyen du paysan algérien était de 60 ans. Je dis paysan vrai, là, qui connaît la terre, qui connaît, etc., par tradition et par génération. Bon, où sont-ils maintenant? Âge moyen 80 ans ou peut-être. Enfin bon, je vais arrêter tout ça. Je pense que j'ai fait le tour des questions sur lesquelles je voulais m'indigner un peu aujourd'hui. Bon, alors, je dis bonsoir encore. J'essaie de lire au fur et à mesure un peu ce que vous dites parce que j'essaie de tenir en compte. Je ne veux pas juste m'écouter parler moi, mais
tenir en compte aussi les questions que vous posez, parce que des fois, vous pouvez poser des questions de compréhension. Bon, alors là, il nous reste à peu près 1 heure. Je reviens au fil de notre sujet. On en était au passage d'abord de l'artisanat à la manufacture. Et bon, j'ai expliqué tous les détails qui font les différences et qui font donc ces différences qui vont essentiellement dans le sens du contrôle de plus en plus accru du capital. Et j'ai expliqué d'où venait ce capital, que j'expliquerai plus tard plus en détail quand je parlerai de la révolution industrielle et de ses débuts. Rassurez-vous, ça sera de façon différente dont j'ai pu en parler par-ci par-là dans notre webinaire, mais des webinaires isolés ou enfin peu importe. Mais rassurez-vous, je ne me répéterai pas ou très peu. Donc c'était donc une sorte de transfert de pouvoir, donc de l'acte de travail, etc., depuis l'agriculture, l'artisanat, etc., vers le contrôle de la manufacture, et comment c'était donc un changement de nature totale, comme je l'ai expliqué, et j'ai dit qu'il s'agissait là de la manufacture. Je répète, ça fait 1 mois qu'on n'en a pas parlé, que c'était ce que j'ai appelé ce que j'appelle, parce que c'est pas écrit non plus, ça aussi, que j'appelle la manufacture primaire, hein, ou de premier degré, ou par rapport à une manufacture secondaire, qui est la manufacture qui va être le résultat essentiellement de l'intervention de gens comme Taylor, Fayol, donc et tout ce qui s'ensuit, qui ont apporté, comme je l'ai dit, une chose nouvelle à la manufacture primaire par rapport à la manufacture secondaire ou à la manufacture de deuxième étape, comme je l'appelle, donc la manufacture secondaire. Eh bien, c'est le fait d'organiser le travail du travailleur lui-même, ce que Marx appellera, dans sa théorie sur l'aliénation du travail, le dépouillement du travailleur de son acte. Alors, on va le dépouiller de son acte de travail pour ce qu'on appellera plus tard les fiches de poste, les descriptions de poste, etc., etc. On va le dépouiller de cet acte, ce que déplorait Taylor. Taylor déplorait le fait que la hiérarchie, depuis le contremaître jusqu'au PDG, ignorait totalement ce que faisait le travailleur dans son acte de travail dans la manufacture primaire. Donc, ce que j'ai appelé aussi la compétence directe. Et Taylor déplorait ça de toute son énergie, parce qu'il voyait très bien le potentiel qu'il y avait à mieux connaître l'acte de travail détenu, contrôlé, connu par le seul travailleur qu'il a hérité de l'ère artisanale. Il voyait bien tout le potentiel qu'il y avait pour en tirer plus d'argent. Plus d'argent comment? Par le surtravail, évidemment, en augmentant le surtravail. Et j'ai déjà expliqué ce que c'était que le surtravail. Et en augmentant, évidemment, le rendement du travail par unité de temps, en transformant des portions d'actes de cet ouvrier, cet employé. Bonjour, c'est Fauzi, bonjour, c'est Nano, bienvenue. Donc, qu'est-ce qui est la place de la ville? Exposer des portes ouvertes sur l'agriculture de légumes, du potager pour les jeunes. Personne ne s'est rapproché du chapiteau. Et ben voilà, donc personne, mais bien sûr, puisque tout le monde sait que l'agriculture ne rapporte pas, et puis que quels jeunes vont se rapprocher d'un chapiteau sur donc ce Al-Harrach aujourd'hui, le CFPA de Harawa,
à exposer des portes ouvertes sur l'agriculture, de légumes, du potager, personne ne s'en est bon. Mais bien sûr, tout le monde sait que c'est pas en devenant fellah qu'on va faire fortune, en Algérie en particulier. Bon, alors donc, vous disiez, cet acte, Taylor a très bien vu qu'il fallait en dépouiller le travailleur pour n'en prendre que la force de travail. Comme l'expliquera de façon géniale Karl Marx, ce dont le capital aura besoin, ce n'est pas du travail du travailleur, comme on le dit, de façon erronée, totalement erronée. Ce dont le capital a besoin, c'est la force de travail que fournit l'ouvrier. Voilà ce dont il a besoin. Parce que c'est la force de travail de l'ouvrier et du travailleur qui permet le surtravail. Donc cette différence entre le temps de travail qui a déjà payé mon salaire si je suis ouvrier et le temps supplémentaire que je fais qui a déjà dépassé mon salaire, c'est ça qui fait le gain du capital et qu'il transforme en coût, en ceci, en cela, en investissement et en profit, évidemment. Bon, alors, donc, c'est le transfert de ça dont a besoin le capital en ne demandant aux travailleurs plus du tout autre chose que sa force de travail. Comme le dira Taylor d'ailleurs lui-même, les muscles et les bras et les mains du travailleur, c'est tout ce dont on a besoin, même son cerveau, on n'en a plus besoin, puisqu'on va lui dicter à travers les méthodes développées par Taylor et ensuite par les frères, les époux Gilbreth, qui ont Gilbreth, ça s'écrit Gilbreth, c'est eux qui vont développer la méthode de temps et mouvement, quoiqu'elle ait été inaugurée par Taylor quand il utilisait son chronomètre pour le fameux ouvrier Schmidt qui devait arrêter quand il dit d'arrêter, etc., etc. Bon, mais le couple Gilbreth vont vraiment en faire une méthode assez élaborée d'étude des temps et mouvements dans le moindre geste, à la moindre seconde près. Alors voilà une des caractéristiques qui va différencier ce que j'appelle la manufacture de premier ordre, de premier degré ou primaire, qui était une espèce dans ce sens-là, de continuation de l'échoppe de l'artisan, mais uniquement dans ce sens. C'est-à-dire dans le sens où le travailleur était encore maître non seulement de sa force de travail, mais aussi des éléments de l'acte de travail qu'il faisait. Manufacture de premier degré. Alors, ça va prendre à peu près un siècle, donc fin du 18e, à peu près donc 1900, entre disons 1850 et 1940 à peu près. Donc, en gros, entre donc la moitié du 19e et la moitié du 20e, pour qu'il y ait cette espèce de transfert total de l'acte de travail dont on va dépouiller le travailleur pour ne plus se servir que de sa force de travail. Bon, je le répète, ce qu'on appellera la fiche de poste, la description de poste, les temps et mouvements, etc. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Bon, alors, donc, je vous rappelle aussi l'importance de cet élément-là, parce que le travail, le travailleur, la force de travail sont les seules et uniques sources de profit du capital. Il ne faut jamais oublier ça. Les machines ne sont pas source de profit.
ce qui est source de profit quand je sais pas moi, un ingénieur informaticien ou une ingénieure informaticienne invente un nouveau laptop avec des nouveaux trucs, etc., et qu'elle fait du profit sur ça, eh bien, ce profit vient du travail qu'elle a fourni. Il ne vient pas des caractéristiques inhérentes à la machine elle-même. J'espère que je me fais bien comprendre. Bon, alors donc il faut bien comprendre ça. Et aujourd'hui, le capital est en train de renforcer, de multiplier, de démultiplier une énième façon de couper la branche sur laquelle il est assis. Parce que vous le voyez bien, on en parlera une autre fois, ce qu'on appelle la paupérisation générale, enfin Marx l'a appelé comme ça, entre autres, dans le sujet dont je parle, eh bien, on le voit bien que le capital essaye de plus en plus de se débarrasser de la force de travail de l'être humain, parce que l'être humain a beaucoup de défauts pour le capital, pour la continuation. Regardez ce qui s'est passé en France récemment. Bon, et en Europe, j'en passe. Pour la continuation donc du profit, le capital a absolument besoin d'une stabilité absolue et contrôlée de la force de travail pour dégager ce surtravail le plus possible. Et on va voir maintenant, on va parler notamment de division du travail. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Il y a beaucoup de fausseté, il y a beaucoup de mauvaises connaissances là-dessus, il y a beaucoup de mensonges là-dessus. Bon, on va voir. Mais donc, de plus en plus, alors le capital se coupe sa propre branche sur laquelle il est assis, c'est-à-dire le profit et la multiplication infinie du rendement, donc du profit, du rendement du travail par unité de temps, etc. Et donc, quelqu'un écrit à Slum, l'élimination sociale est une arme du pouvoir totalitaire contre toute voie de contestation. Absolument. Mais c'est aussi une arme contre lui-même. Alors, ce que vous dites là, on y reviendra. Notamment quand on parlera de l'entrée de la psychologie, de la sociologie, de la psychosociologie, de l'ergonomie, etc., dans la continuation de ce qu'avait commencé Freud, pardon, ce qu'avait commencé Taylor, quel lapsus, ce qu'avait commencé Taylor et, euh, et Fayol. Bon, alors pourquoi je dis Freud à la place de Taylor? Et pourquoi ce lapsus est tellement important? Ben, tout simplement parce que Freud nous a montré, je pense, c'est mon inconscient qui parle, comment on a érigé dans la société humaine pour se sortir de nos propres contradictions et nos conflits, etc., enfin nos névroses, on a inauguré la transfiguration des choses. Alors, c'est peut-être pour ça que j'ai employé Freud à la place de Taylor. Alors, Taylor transfigurait quelque chose qu'il présentait comme une volonté de bonheur, à la fois pour les employés et pour les patrons, mais qui n'était en fait qu'une transformation vers plus de bonheur pour le capital et infiniment moins pour le travailleur. On va voir ça. Bon, alors donc, voilà comment le capital déjà a commencé à couper la branche sur laquelle il est assis, donc en termes de profit, de rendement, etc., continue, avec l'écologie, la facture écologique, la facture du climat, tous les dégâts qu'il faut réparer, etc., la machinerie, la nécessité d'augmenter, comme l'a dit Karl Marx, le rapport machine sur travail humain pour maintenir
à un certain niveau les taux de profit parce que ça ne pouvait plus se maintenir uniquement sur le surtravail de l'employé, etc., etc. Maintenant, l'autre façon dont le capital est en train de se couper encore plus cette branche sur laquelle il est assis, c'est de se débarrasser, comme vous le dites, là, le dit ici, je pense que c'est Esloum, qui dit qui se débarrasse du capital humain pour se débarrasser de la contestation, des syndicats, etc. Donc, si Manu dit le capitalisme peut-être disparaîtra avec l'éveil des pays du tiers-monde. Grande question, c'est Manu ou Benny Manu, enfin je sais pas comment. Vous n'êtes pas le seul, il y en a beaucoup qui ont posé une autre façon cette chose-là, notamment par des emails que j'ai reçus. Il y aura une grande discussion là-dessus. Parce que de quelle façon et dans quel sens le tiers-monde se réveillera-t-il? Se réveillera-t-il? Bon, alors on va avec la Chine, avec l'Inde, avec la Russie, tout ça, ils se réveillent, mais dans le même sens que ce qu'a fait l'Occident jusque-là, avec quelques prudences par-ci par-là, mais très peu. Bon, c'est bien qu'ils polluent, bon, depuis 15 ans, 20 ans, beaucoup moins que l'Occident, le reste de l'Occident, mais tout de même, avec la même idéologie de croissance, la même idéologie de PIB, de PIB, pardon, de budget, de ceci, de cela, de monétarisme, de tout ce qui s'ensuit, de bourse, et tout ça est catastrophique. Donc il ne faut surtout pas que le tiers-monde se réveille dans ce sens-là. Et c'est dans ce sens-là que je me bats comme un démon dans un bénitier depuis des années. Bon, alors donc, cette façon de se couper encore plus la branche sous les pieds, c'est de se débarrasser finalement de la seule source de profit et de croissance et de rendement, qui est le surtravail que fournit et que ne peut fournir que l'employé, qu'il soit local, à Montréal, au Canada, aux États-Unis, ou qu'il soit délocalisé au Mexique, en Colombie, au Pakistan, en Chine, aux Philippines, enfin peu importe, pour le remplacer par des robots et des machines qui ne reçoivent pas de salaire, qui ne consomment pas, qui ne payent pas d'impôts, etc., etc., et qui surtout ne donnent pas de plus-value à partir du moment où la même machine, atteint, comme le disait Vernon, j'ai oublié son prénom, donc la théorie de la durée de vie des produits. Je pense que c'est Paul Vernon. Enfin, peu importe, Vernon, V-E-R-N-O-N. Dès que tout le monde va utiliser cette même machine ou ordinateur ou tout ce que vous voudrez, personne ne fera plus de gain par rapport à l'autre. Et ça se rattrape assez vite, ça. Bon, donc il est en train de couper, plus il se débarrasse de l'être humain, plus il se débarrasse de sources de plus-value. Alors on verra les détails plus tard. Mais ça, c'est une catastrophe. Et je le dis à nos entrepreneurs algériens, s'il vous plaît, surtout ne faites pas cette bêtise de croire que remplacer les êtres humains, les employés, les travailleurs par des machines et des robots, vous allez être gagnant. Non, vous ne le serez pas. Même si les machines ne font pas grève, ne rouspètent pas, ne machin, non. La plus-value par le surtravail de l'être humain est irremplaçable. Bon, alors on reviendra là-dessus, sur ces choses-là, parce que je dis toujours on reviendra, parce que vous savez, tous ces sujets sont infinis, ou presque. Il y a tout le temps des choses complémentaires qui vont encore plus loin. Bon, alors j'arrête là sur cet aspect-là. Alors, voilà ce que Taylor va introduire et qui va donc faire ce pas
de l'apport de ce que j'ai appelé, ce qui était tout à fait nouveau dans l'humanité productrice ou industrielle, ou appelez ça comme vous voudrez, et qui est l'organisation, et particulièrement l'organisation du travail. Bon. Alors Taylor va introduire un raffinement extraordinaire de ce qui était connu déjà. Alors, Mme Fawzi Asloum me dit la division du travail international est une théorie utilisée pour servir le travail transnational pour augmenter le profit. L'ironie, c'est un théoricien suédois, puis social, qui apprenait cette approche. Attention, hein, la théorie de la division internationale du travail a plusieurs facettes. Alors, ça dépend de la facette avec laquelle on parle. Alors, la division internationale du travail, dont je traiterai une autre fois, quand on y arrivera avec notamment la théorie de la dépendance qui nous vient des économistes tiers-mondistes, notamment Semiramin et son école, eh bien, on verra qu'il y a plusieurs facettes à cette question de la division internationale du travail. Par exemple, la division internationale du travail dans l'Asie du Sud-Est qu'a organisé le Japon autour de lui n'a absolument rien à voir avec la division internationale du travail organisée par les autres centres occidentaux comme les États-Unis, par exemple, qui ont organisé leur périphérie en termes de dépendance, alors que le Japon a organisé sa périphérie qui était la Corée du Sud, évidemment, bon, maintenant le Vietnam, les Philippines, je sais pas quoi, bon, la Malaisie, euh, l'Indonésie, etc. Eh bien, ce qu'on appelle les tigres, eh bien, en termes de division internationale du travail complémentaire, donc en termes d'avantages comparatifs et non pas d'avantages compétitifs. Alors, il faut faire attention à cette question de division du travail. Bon, alors, et en plus, oui, Simano a raison, la machine consomme plus d'énergie motrice qui joue sur la plus-value, évidemment, bien sûr. Il faut compter ça aussi. Plus tout ce qui a été mis dedans en amont, en termes d'énergie et en termes de coût pour disposer de la machine avant de l'amortir. Bon, alors donc, pour revenir à cette question de... Alors je vais arrêter parce qu'il nous reste une demi-heure, je vais arrêter de regarder les commentaires pour me concentrer sur mon fil conducteur. Taylor va apporter quelque chose, disons, qui existait plus ou moins depuis la plus haute histoire. Depuis la plus haute histoire, c'est les ceux parmi vous qui peuvent se procurer mes 2 livres qui ont été publiés par l'OPU et qui refusent de les republier et qui refusent même de céder les droits à un éditeur qui est prêt à les republier, enfin qui ne répond pas, qui sont le travail industriel contre l'homme et la gestion des ressources humaines, et les ressources humaines et les sciences de la gestion. Particulièrement dans le premier. Vous verrez en détail donc des éléments, des analyses que je suis en train de faire. Excusez-moi, j'ai un problème avec mes lunettes pour suivre ce que je suis en train de faire. Donc, je dois les ajuster un peu parce qu'elles sont à verre progressif, comme on dit. Bon, alors donc, voilà. La chose dont je voulais parler, c'est le fait que la division du travail, comme je l'explique dans, je pense, les premiers chapitres de ce livre, Le travail industriel contre l'homme, il existait déjà de la division du travail de la plus haute antiquité.
Il y a même des textes qui nous parlent de la préhistoire, de l'homme de Néandertal, enfin depuis que l'Homo erectus ou l'Homo faber a commencé à se sédentariser, on a commencé à assister à une division du travail déjà. Mais c'était à la fois une division sociale et technique du travail. Alors retenez bien ces deux termes, c'est extrêmement important. Et là, je vous renvoie à quelques auteurs qui peuvent vous aider à mieux comprendre tout ça parce que je ne peux pas tout exposer, notamment Harry Braverman dans Travail et capitalisme monopolistique ou André Gorz, critique de la division du travail, ou encore Milton Friedman avec deux N à la fin. Pourquoi je dis Milton? George Friedman avec deux N à la fin, Le travail en miettes. Ou encore Simone Weil, en termes plus généraux, La condition ouvrière. Bon, enfin bon, parmi d'autres. Donc il y avait une division sociale et technique. Mais la division sociale était infiniment plus importante que la division technique. Alors quelle est la différence entre les deux? La division sociale du travail, c'est le fait que, effectivement, de la plus haute antiquité, depuis que l'être humain, donc le préhistorique, a arrêté de vivre uniquement de chasse et de cueillette et de nomadisme, il s'est sédentarisé, il s'est mis à cultiver, à domestiquer les animaux, etc., etc. Eh bien, il y a eu une sorte de spécialisation qui s'est instaurée. Avant, il y avait la spécialisation entre les chasseurs et peut-être les fabricants d'armes, etc., qui restaient dans la grotte ou dans la tribu, bon, mais pas plus que ça. Euh, Tandis qu'avec la sédentarisation, eh bien, on assiste, il y a ceux qui cultivent, ceux qui moissonnent, ceux qui battent, ceux qui broient, ceux qui font de la farine, ceux qui font du pain, ceux qui font ceci, ceux qui... Donc, petit à petit, une division sociale du travail, c'est-à-dire des chasseurs, des cueilleurs, des bergers, des bouchers, des ferronniers, des forgerons, des, ce qu'on a appelé plus tard les guildes et les corporations. Donc par métier. Ça, c'est la division sociale du travail. La division technique, c'est une division qui a lieu à l'intérieur du même travail. C'est-à-dire prendre par exemple le travail de forgeron et le diviser en une multitude de gestes différents. Voilà ce que Taylor va inaugurer. Je ne dis pas que ça n'existait pas du temps de l'artisanat, ça existait aussi, mais c'était beaucoup plus large. Avant, si on reprend l'exemple fameux d'Adam Smith, la fabrique de la manufacture d'épingles dont il parle, qui est déjà une manufacture que je dirais archaïque, de deuxième degré, même si elle était contemporaine de toutes les autres qui étaient de premier degré, eh bien, Adam Smith parle du fait que, et Harry Braverman va reprendre ça beaucoup en détail pour l'expliquer dans son travail et capitalisme monopolistique, Adam Smith parlait de 18 opérations différentes pour faire une épingle. Ça, c'est la division technique du travail. Avant ça, les artisans qui faisaient des épingles, ils étaient peut-être deux ou trois. Il y en avait un qui était spécialisé dans le choix du fil de fer spécial, comment le chauffer, comment le ceci, comment le tirer, comment le préparer, le fil de fer.
un deuxième qui savait comment découper des portions de ce fil de fer qui vont être les plus adaptées à les aiguiser, à les ceci, les cela, les découper en épingles. Et puis, un troisième employé, un troisième artisan qui lui savait comment découper ça et puis façonner la tête de l'épingle et la pointe de l'épingle et puis ça s'arrêtait là. Donc trois opérations, disons. Mais Adam Smith, de son temps, assiste au fait que dans des manufactures, et là on va voir plus tard d'où ça vient d'un certain Charles Babbage, qui va écrire un traité intitulé, enfin qui a écrit à l'époque, évidemment, un traité intitulé On the Manufacturing Act and How to Make Money, quelque chose comme ça. Donc il a écrit quelque chose qui s'adressait à la manufacture que j'appelle de premier degré, mais où il leur dit non seulement comment vous pouvez faire ce travail en manufacture, mais aussi faire plus d'argent dessus. Et Charles Babbage était quelqu'un qui était à peu près en termes de date de naissance et de décès entre Adam Smith et Taylor. Donc c'était un peu la charnière entre les deux. Et Charles Babbage va inaugurer en termes de dire aux manufacturiers comment non seulement faire des choses plus vite, etc., que manufacturier du premier degré, que ce qui se faisait dans les shops de l'artisan traditionnel, mais en plus, comment faire de l'argent dessus. Making money, more money. Bon, alors on reviendra à cet aspect-là plus tard, ça aura son importance dans un autre raisonnement. Mais ici, ça a son importance dans cette question de 18e d'épingle. Bon, alors je vais vous le dire tout de suite pour finir, bon, mais on y reviendra. Ce que dit Charles Babbage, Babbage ça s'écrit B-A-2-B-A-G-E, c'est ceci. Je vous répète, donc il est entre Adam Smith et Frédéric Taylor. Donc quelque chose vers tout début du 19e. Bon, donc Charles Babbage dit aux manufacturiers, si vous prenez quelqu'un, reprenons l'épingle. Ou peut-être l'exemple que Babbage lui-même explique. Si je me semble que c'est l'exemple que prend Babbage, l'exemple du boulanger. Il dit par exemple, si vous êtes un manufacturier qui fait du pain, ou disons des clous, des épingles, enfin ça importe peu. Eh bien, si vous embauchez un artisan ou deux artisans qui savent faire tout ce qu'il faut pour partir depuis le blé jusqu'au four de la boulangerie et la cuisson du pain, etc., etc. Eh bien, cette personne qui sait tout faire, depuis le blé, la farine, etc., 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 le four, la température, le bois, le pétrissage, le formatage, tout ça, la cuisson du pain, eh bien, cette personne ou ces deux personnes sont rares. Parce que pour savoir faire tout ça,
Ben, il faut avoir de l'expérience, il faut avoir de la bouteille, il faut avoir vécu, il faut avoir appris, il faut avoir, etc. Et donc, ces gens-là sont rares. Et si elles sont rares, elles sont chères à payer. Et si vous voulez payer cher pour faire du pain, alors que la boulangerie est à vous, ou la chaîne de boulangerie, ou d'épingles, ou de clous, eh bien, évidemment, vous gagnez moins. Alors Charles Babbage dit, voilà, moi je vous donne un conseil. Vous manufacturez, etc. Non seulement pour manufacturer et faire de l'argent, en plus, ou plus d'argent, ben vous avez intérêt, au lieu de recruter une personne ou deux qui savent tant de choses et qui sont rares, eh bien, recruter ou former des gens qui font une de portion, de portion de ce que chacune de ces une ou deux personnes savent faire. Souvenez-vous, je vous ai cité cette phrase de Alvin Toffler dans Le Choc du futur qu'il a, qu'il a été cherché dans les écrits ou les discours de Henry Ford Ier, où pour la Ford T, ils avaient recensé quelque chose comme 3000 opérations différentes, et parmi lesquelles des opérations où il faut être manchot gauche, manchot droit, borgne, aveugle, sourd, à moitié sourd, cul-de-jatte, unijambiste, etc., etc. Et sous le prétexte que une portion d'homme vaut une portion de salaire. Alors ça va venir s'ajouter à cette division technique du travail que je vais vous détailler. Alors regardez jusqu'où va le cynisme pour aller faire de l'argent. Et ça me rappelle, bon, puisque ça me vient maintenant à l'esprit, je vous le dis, un grand patron d'industrie de l'époque, je me demande si c'est pas Rockefeller. Il me semble que c'était Rockefeller. Donc de la même époque que Ford, ou un peu plus tard, quand la sociologie, Elton Mayo, etc., la psychologie, tout ça, sont rentrés dans la psychologie industrielle, Maslow, la motivation, le blablabla, tout ça est rentré dans le monde du travail. Eh bien, ce grand industriel, il me semble que c'est Rockefeller, et je pense que c'est toujours Toffler qui le dit dans Le Choc du futur, a écrit cette phrase incroyable. Des sociologues et des psychosociologues nous apprennent que si, ça je pense qu'il faisait référence à Elton Mayo et à son équipe, nous apprennent que si nous faisons en sorte que nos employés soient plutôt heureux à leur travail, on va gagner plus. Eh bien, si ces mêmes sociologues ou psychosociologues nous disaient vous gagnerez encore plus s'ils sont malheureux, eh bien, nous nous arrangerions pour que nos employés soient malheureux de 8 heures du matin à 8 heures du soir. Regardez le cynisme. On appelle ça des sciences. Les sciences managériales. Bon. Alors donc voilà, si on revient à notre exemple donc, de Babbage, il dit, voilà, si vous recrutez au lieu de une ou deux personnes de boulangerie, recrutez-en 15 ou d'épingles, tout ce que vous voudrez, mais dont un ne sait que choisir le blé. Alors, une personne qui s'y connaît en blé, ça se trouve très à la douzaine. Vous sortez dans la rue, au bout de 3 minutes, vous trouvez quelqu'un qui sait ce que c'est le blé, surtout à cette époque-là. Donc, vous recrutez cette personne-là juste pour choisir le blé. Ensuite, deuxième personne qui sait transformer le blé en farine pour le pain. Pas plus.
Ça aussi, c'est pas difficile à trouver. Ensuite, une troisième personne qui ne sait rien d'autre que fabriquer un four. Bon, ça aussi, ça se trouve facilement. Une quatrième personne qui ne sait rien d'autre que quel bois, comment faire le feu dans le four, chauffer le four, etc. Une quatrième qui s'y connaît en température du four, pour une cinquième qui s'y connaît en préparation de la pâte, hein. Une sixième qui s'y connaît en transformation de la pâte en pain, etc. Donc, si vous recrutez 15 qui ne savent faire que ces portions de travail, eh bien chacun d'eux vous reviendra tellement bon marché que la totalité des 15 vous reviendra moins cher en salaire que de payer une seule qui sait tout, ou deux. On a appelé ça le principe de Babbage. Bon, alors voilà ce que Adam Smith observe dans cette manufacture d'épingles. Un 18e d'épingle. Et d'ailleurs, il va le déplorer. Il dira, imaginez ce que deviendra le peuple anglais s'il devient un peuple où la tête de chaque Anglais ne contient qu'un 18e d'épingle. Ça sera un peuple d'idiots. Ça, c'est Adam Smith qui écrit ça. Donc Adam Smith était contre la division technique du travail. Contrairement à ce qu'on claironne sans arrêt. Bon, alors donc, voilà la différence entre division sociale, boulanger, ferronnier, forgeron, agriculteur, etc. Ça, division sociale du travail, qui a existé depuis la plus haute antiquité. Et petit à petit, jusqu'à cette phase de cette manufacture de premier degré, comme je l'appelle, eh bien, cette division sociale s'est complétée par une division technique, donc à l'intérieur même de la tâche que la personne ou l'artisan faisait jusque-là. Alors voilà dans quoi Taylor va exceller. Et là, j'ouvre une parenthèse. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent, attention, Elvin Toffler, ça ne s'écrit pas comme ça, celui qui l'a écrit, là, Sloom, ça s'écrit avec un V et pas avec un W, Elvin Toffler avec deux F, Toffler, Elvin Toffler. Bon, alors, donc, oui, effectivement, un rétroflash, oui, parce que c'était les années 70, je pense, hein, ou les années 80. Bon, passons. Alors, donc, j'avais promis de ne pas lire les... Mais bon, je vais essayer de ne pas le faire. Il nous reste 10 minutes à peu près. Bon, donc, pas de quoi, hein, merci pour la correction, pas de quoi, pas de quoi. Alors, donc, voilà donc quoi va exceller Taylor. Et donc, je vous disais que j'allais ouvrir une parenthèse, il me semble, sur... bon, ben, je sais plus. Est-ce que c'était... est-ce que ça avait rapport avec Alvin Toffler? Je sais plus. Bon, bon. Revenons à ça. Donc, dans la... disons une deuxième phase de la manufacture de premier degré ou primaire, quand intervient Taylor, fin du 19e, tout début du 20e, eh bien, comme je vous ai dit, il a voulu travailler de ses mains, donc il a été engagé dans une... je vous ai expliqué tout ça, sa cécité hystérique, tout ce qui s'ensuit pour ne pas aller faire droit comme son père, bon passant. Et donc, il travaille dans une manufacture de la Midvale, de découpage de l'acier, tout ça.
Et là, il se rend compte que le travail que faisaient les ouvriers, eh bien, c'était des travaux dans lesquels il fallait être connaissant en plusieurs choses, et cetera. Et donc, qu'une personne connaissante en plusieurs choses, non seulement elle a du pouvoir de chantage, mais en plus, elle coûte plus cher qu'une personne qui connaît pratiquement rien, que juste un 18e d'épingle. Bon, alors donc, Taylor, à partir de là, avec ce qu'il a fait avec l'ouvrier Schmitt, et en continuant avec les autres ouvriers qui travaillaient sur les machines, sur la fraise, la fraiseuse, le tour, tout ça, le découpage, la préparation de l'acier, la manutention de la coque et du fer pour faire l'acier, etc. Ben, il va se rendre compte qu'il y a beaucoup de ce qu'il a appelé des gestes et des temps superflus. D'autant plus que, comme je vous l'ai dit, les employés étant payés à l'heure, à l'époque, ils n'étaient pas payés à la pièce. À la pièce et après. C'est pour ça que Taylor s'est défendu devant on y reviendra, devant la commission sénatoriale avec véhémence. Il a dit le système à la pièce, ça n'a jamais été mon système, etc., etc. Bon. Donc, pas plus que le système au rendement, pas plus que tout ça. Lui, c'était son système, c'était que le travailleur donne une portion de temps de travail honnête et juste, sans se fatiguer ou sans trop se fatiguer, mais sans non plus trop flâner. Voilà ce que voulait Taylor, pas plus. Et du côté de la direction, qu'on paye une journée loyale de salaire pour ce que l'ouvrier donne dans sa journée loyale de travail, qu'on lui-même l'a appelé. Bon. Alors donc, c'est à partir de là qu'il va commencer les balbutiements, ce qu'on appellera la méthode des temps et mouvements. Et là, il va introduire, donc d'abord dans la Midvale, ensuite dans la Bethlehem Steel, les deux principales dans lesquelles il a travaillé comme consultant en résidence, disons, avant qu'il soit licencié dans les termes dans lesquels j'ai parlé il y a quelque temps, par la Bethlehem Steel. Après, il sera plus consultant, donc ce qu'on appelait ingénieur en organisation, par portion de temps dans différentes entreprises plutôt que à demeure dans une entreprise. Bon, alors donc Taylor va introduire Ah oui, ce que je voulais dire tout à l'heure et que j'ai oublié, enfin qui m'a échappé, c'est Durkheim, Émile Durkheim. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent, donc c'est grand, le père, on dit que c'est le père de la sociologie, alors que le vrai père de la sociologie, c'est moderne, c'est Ibn Khaldoun, 14e siècle, c'est sûrement pas Émile Durkheim. Bon, enfin donc, alors donc, mais on dit que c'est Émile Durkheim. Et pour le suicide qui est une œuvre majeure, ça c'est vrai, ça, je pense que c'était même sa thèse de doctorat qu'il a transformée en publication en 1917. La publication, je parle de la publication. Parce que la thèse a été faite, je pense, fin du 19e ou tout début du 20e. Et Emilio Durkheim, tenez-vous bien, parlait de bienfaits de la division du travail. Mais tenez-vous bien dans quel sens? C'est incroyable. J'avais en mémoire même les pages, comme je cite la page 133 de l'œuvre complète de Taylor pour trouver là où il
là où il exprime son principe de partage des profits une fois que les coûts de l'entreprise sont payés, bien j'avais aussi en mémoire les 5 ou 6 pages ou 10 pages de la fonction de la division du travail. Dans notre livre, il y a le suicide et il y a de la fonction de la division sociale du travail où il parle de ça. Mais Émile Durkheim, c'est quand même incroyable. Il a publié ça en 1917, c'est-à-dire 17 et 1983, la mort de Karl Marx. C'était, bon, je sais pas, 80, 20 ans, presque 35 ans, 40 ans après la mort de Marx. Émile Durkheim, qu'on traite comme étant le sociologue. Alors, je n'enlève pas tous les mérites d'Émile Durkheim. Il en a. L'un des mérites que je ne lui reconnais pas, c'est qu'il était trop fonctionnaliste. Bon, ça, c'est notre affaire, c'est son époque. Mais Émile Durkheim, j'aimerais bien que quelqu'un me prouve le contraire. Je l'ai écrit, je l'ai décortiqué, je l'ai analysé, notamment dans les livres que je vous ai cités. Semblait, paix à son âme, ne pas faire la différence entre division sociale et division technique du travail. Quand même incroyable, en 1917. Pas plus que son éditeur. Pourquoi? Parce que tenez-vous bien, c'est incroyable, vous n'allez peut-être pas croire, mais allez vérifier. Voilà les passages auxquels je fais allusion et dans lequel Émile Durkheim parle de division sociale du travail. Et vous allez voir, bon, la prochaine fois, parce qu'on approche de la fin, et malheureusement, j'ai affaire tout de suite après, eh bien, euh, Émile Durkheim dira, regardez la différence entre les Parisiens, je vois pourquoi il prend les Parisiens, comme si Paris c'était le centre du monde, et les pays sauvages. Alors, les pays sauvages à l'époque c'était nous, donc l'Afrique, l'Algérie, etc. Bon, alors il dit à Paris, on voit très bien, et il cite les travaux de Gustave Le Bon, lequel Gustave Le Bon était le biologiste qui a écrit notamment la psychologie des foules et qui a élaboré la théorie de ce qu'on va appeler la psychométrie. Psychométrie, je pense, ou enfin, il y a un autre terme. Enfin, passons. Mais en tout cas, l'anthropométrie. Voilà, l'anthropométrie, c'est-à-dire la technique avec laquelle on mesure la longueur de votre nez, votre front, le crâne, l'occiput, le menton, le je sais pas quoi, etc. Et la configuration du squelette, s'il est courbé, s'il est ceci, s'il est comme ça, s'il est... Et avec toutes ces données, Gustave Le Bon, ce qui a été utilisé par les nazis, donc évidemment, notamment par Goebbels, etc., dans tout ce qu'il a pondu sur la différence entre les Africains et les Arabes, et parce que les Arabes, il disait que c'était la 14e race après les crapauds. On trouve ça d'ailleurs dans Mein Kampf de Hitler. Et comment on peut faire la différence et dire si quelqu'un est un arien, un indo-arien, un sémite, un non-sémite, etc., un primitif, tout ce que vous voudrez, etc. Et donc, avec des schémas, avec des mesures et des crânes et des ceci, évidemment, plus vous allez de l'arien blond, bleu, aux yeux bleus, de type nordique européen, vers l'africain, plus vous avez l'impression d'aller de schémas et de dessins qui représentent l'être humain
et à l'autre bout, plus proche du singe, même dans la posture, du squelette, de ceci, de cela. Bon. Et alors, ne parlons pas des dimensions crâniennes, tout ce qui s'ensuit. Donc, Émile Durkheim va se servir de ça pour dire que, en utilisant les méthodes de monsieur le grand biologiste Gustave Le Bon, on peut constater qu'à Paris, le crâne des Parisiens, hommes, a tendance à grossir. Écoutez-moi bien, c'est incroyable. Alors que le crâne des femmes parisiennes a tendance à stagner. Peut-être pas à rétrécir, je ne me souviens plus, mais à stagner. Ce qui prouve que la division des tâches est une excellente chose pour l'harmonie des sociétés, parce que ces différences biologiques entre les crânes, donc entre les cerveaux, fait que le cerveau des hommes se spécialise dans les choses complexes, matérielles, il cite nommément les mathématiques, et il dit que les femmes, par exemple, parisiennes, puis c'est de ça qu'il parlait, se spécialisent dans la broderie, la couture. Il dit mêler de poésie ou de littérature. Alors on est loin des mathématiques. Et surtout pas de mathématiques, parce que ça, c'est réservé aux hommes qui ont des cerveaux plus, dans des crânes plus gros, donc des cerveaux plus gros. Et donc, ça, c'est différent, c'est division, dit-il, de la division du travail, donc de la fonction de la division sociale du travail, le titre de son livre, c'est ce qui fait l'harmonie des sociétés. Alors, regardez un peu tout ce tissu d'imbécilité pondu par quelqu'un qui est traité par l'Occident, etc., et la France en particulier, comme étant le savant père inventeur de la sociologie moderne. Incapable de faire la différence entre division sociale, division technique du travail, et en plus, utilisée telle qu'elle. Remarquez, les nazis l'ont bien fait, et les nazis n'étaient pas que allemands. Hein. Pratiquement toute l'Europe était nazie, il faut le savoir, jusqu'à la cour d'Angleterre. La monarchie anglaise était nazie. Et c'est pour ça que le roi, qui s'appelait Georges, mais qui a pris comme nom de roi David, parce que les rois anglais avaient la possibilité de changer de prénom, a abdiqué, parce qu'il voulait que l'Angleterre fasse la guerre aux côtés des Allemands. Il s'est marié en Angleterre, quand il a abdiqué, en Angleterre, je raconte, en Allemagne, à Berlin. Est-ce que c'est pour rien que l'arrière descendant de ce roi Georges David était, qui s'appelle Harry, donc le fils de Lady Di, de Lady Di, du roi Charles, s'est déguisé en officier nazi il y a quelques années dans un bal masqué. Enfin, il faut être malade. Moi, c'est que c'est pour rien. Tout le parti conservateur, en particulier anglais, était nazi. Bon, alors, on reviendra sur ces choses-là plus tard, vous verrez, et ça a des retombées sur ce qui arrive aujourd'hui en Palestine, tout ce qui s'ensuit. Bon, vous verrez comment tout ça est lié. Alors, vous voyez la division du travail où ça nous mène. Bon, alors donc voilà pour aujourd'hui. Je m'excuse, je dois terminer, mais retenez au moins qu'il y a division sociale et division technique. Division sociale, c'est normal, naturel. De toute l'histoire humaine, il y a eu division sociale du travail. Ce qui est anormal, nouveau, harmful, comme on dit en anglais, bon, comme on peut dire en français, mon Dieu, pénible, bon, enfin bon, agressif pour l'être humain, c'est la division technique sur laquelle va insister Marx, notamment dans sa théorie sur l'aliénation,
sur laquelle on reviendra. Eh bien, Taylor, eh bien, il va accentuer à un niveau jamais atteint, sauf par celui d'Henry Ford qui a été jusqu'à trouver des portions d'hommes ou des portions d'êtres humains pour des portions de salaire. Eh bien, Taylor va pousser cette division technique du travail à un point tel que il a fini par spécialiser des employés de la Bethlehem Steel ou des entreprises dans lesquelles il a été comme consultant, ingénieur d'organisation, dans donc soit effectuer successivement des portions de tâches. Attention, la question du travail à la chaîne n'a rien à voir avec Taylor. Ne commettez jamais cette erreur. Taylor n'est pour rien, absolument pour rien, dans le travail à la chaîne. C'est Henry Ford premier qui va inaugurer ça, avec les travaux de Taylor, bien sûr, en se basant sur les travaux de Taylor, en 1913, avec notamment la Ford T, ce fameux modèle qui voulait qu'il soit disponible ou accessible à tout Américain moyen. Bon, alors donc, Taylor va pousser ça, soit dans le fait de faire à un ouvrier la même petite portion de tâches, mais successivement. Par exemple, si cet ouvrier devait découper une pièce d'acier pour en faire un soc de charrue. Avant, il faisait tout ce qu'il fallait pour faire d'abord un soc de charrue au complet. L'ouvrier à la Bethlehem Steel. Alors Taylor, lui, a trouvé le moyen de faire en sorte que ça puisse se faire plus vite et plus si on fait faire à l'ouvrier d'abord le découpage du morceau biaisé de la pièce qui va servir au soc de charrue. Et uniquement ça. Pendant toute une demi-journée, il ne fait que ça. Après, c'est le même ouvrier. Ce morceau biaisé d'acier, eh bien, il fait l'espèce de lobe ou d'entaille antérieure nécessaire au soc à toutes les pièces. Il va gagner plus de temps. Ensuite, il fait l'aiguisage de l'avant de la pièce biaisée, etc. Et il va gagner plus de temps plutôt que de faire un soc entier à la fois, un par un. Alors voilà ce que va introduire Taylor. Et il va augmenter le rendement, comme je vous l'ai dit, au total de 800%, mais sur le travail uniquement, très certainement de 200 à 250% pour la Bethlehem Steel. Alors voilà pour aujourd'hui, et ça s'appelle organiser le travail. Voilà pourquoi je vous ai parlé de l'organisation comme nouveauté. Alors voilà pour aujourd'hui. Donc, puisque plusieurs se sont prononcés pour qu'on n'arrête pas pendant le mois de Ramadan, eh bien, on n'arrêtera pas, mais on va trouver une forme d'aménagement d'horaire avec Si Mohamed. Et donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci beaucoup. Alors, avant que tu partes, Omar, écoute, il y a deux parties distinctes dans l'enregistrement d'aujourd'hui. La partie que j'ai assurée, là, et puis la Oui, tienne. Donc, ce que je te propose, c'est que je coupe oui, les deux parties pour que, si tu veux, oui, 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 que oui, d'accord. voilà. Et que l'intervention que j'ai faite sur la Palestine soit publiée à part, d'autant plus que il y a un auditeur là qui s'appelle World's End. Je suppose que ça veut dire la fin du monde. Donc, c'est permis de me demander d'arrêter pendant que je parlais sur un temps combinatoire.
Bon, il ne sait peut-être pas qu'il n'y a pas de temps communautaire Bien dans sûr. cet théâtre. Et bon, j'allais. Mais, donc, on va le satisfaire en D'accord. coupant la vidéo. Bien sûr. Bien sûr. Et ce sera moins long, hein, pour ceux Bien qui sûr. veulent. Exactement. Exactement. Voilà, ben, merci beaucoup et vraiment, vraiment, Omar, tu fais un retour magnifique. Merci beaucoup. Allez, Makarenko. Toric.